Bien, alors on va parler de raisonnement d'attention de mémoire pendant un petit peu pendant la première partie. Je vais essayer de garder ça relativement court pour laisser assez de temps à Holger Schwenk qui lui va parler de traitement de langage naturel. Mais je vais tout d'abord commencer par quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le raisonnement de l'attention et la mémoire, plutôt à voir avec ce dont on a parlé la semaine dernière et qui se rapporte à en fait une espèce de méthode mathématique un petit peu plus formelle pour dériver la rétropropagation, qui peut être utile dans la mesure où ça permet de suggérer d'autres méthodes ou algorithmes d'optimisation, donc pour les gens que ça intéresse. Et savoir avec un ensemble de techniques qui commencent à redevenir un petit peu à la mode, qu'on appelle les techniques de target prop, donc de propagation de target ou de cible au lieu de rétropropagation de gradient. Alors tout d'abord, je vais faire un petit aparté mathématique qui tend à comment dire, exprimer la rétropropagation comme une minimisation lagrangienne, donc une minimisation sous contrainte. Alors la manière dont on fait ça, pour la rétropropagation, c'est en fait relativement simple. On dit qu'on a un réseau, qui est un réseau multicouche, naturellement, et la manière dont on exprime la fonction à minimiser, il y a bien sûr la fonction de coût qu'on veut minimiser ultimement, qui est une espèce de mesure de distance entre la sortie de la couche S-1, qu'on appelle, disons, cette fonction G, Gs-1, et la sortie désirée qui serait cette variable Zs. Donc les couches sont indexées par cet indice I, et la dernière est indexée par S, donc c'est l'espèce de sortie désirée. Et la manière dont on exprime la structure du réseau, en fait, c'est par un ensemble de contraintes. Donc ça, c'est la fonction de coût qu'on veut minimiser, qui ne dépend que de la dernière couche, dans le cas plus simple d'une séquence de couches. Et ensuite, les connexions dans le réseau, en fait, sont exprimées sous forme de contraintes, qui dit que la sortie de la couche I, donc qui prend en compte l'état de la couche I-1 et du paramètre I, doit être égal à l'entrée de la couche I-1. Donc ZI, ça va être l'entrée de la couche, I plus 1. ZI va être l'entrée de la couche I plus 1. De même que ZI-1 est l'entrée de la couche I. Et donc là, on exprime simplement la contrainte. Donc cette différence doit être égale à 0, et c'est une contrainte qui dit que l'entrée de la couche I-1 doit être égale à la sortie de la couche I. Très simple. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une connexion entre deux modules, on peut exprimer ça par une contrainte de ce type-là. On met devant un multiplieur de Lagrange, donc, qui lui-même est un vecteur. Donc il y en a un par connexion, en fait, dans le réseau. Donc il y a un terme de ce type-là par module, et puis une de ces différences, contraintes d'égalité par connexion dans le réseau, et un multiplieur de Lagrange correspondant ici, donc qui serait, donc aussi on calcule le produit scalaire, en fait, entre ce vecteur, donc ZI est un vecteur, et lambda I est un vecteur de même taille, et tout ça c'est un scalaire, une fois qu'on a fait le produit scalaire. Alors c'est un Lagrangien qui dépend naturellement des paramètres de chacun des modules qu'on va regrouper dans ce vecteur W, qui dépend des états Z, donc les états du réseau, et qui dépend aussi des multiplieurs de Lagrange, les lambda. Alors il y a une chose un petit peu amusante qui se passe. Quand on différencie donc pour faire de l'optimisation sous contrainte, on minimise le Lagrangien par rapport aux variables qui nous intéressent, et on le maximise par rapport au multiplieur de Lagrange. D'accord ? C'est le truc classique qui permet de satisfaire les contraintes. Alors pour ça, on calcule le gradient de ce Lagrangien par rapport au multiplieur de Lagrange, et ça nous donne simplement cette contrainte égale 0. D'accord ? Donc si on la met à 0 pour trouver un point extrémal. Et ça nous donne simplement la formule de propagation forward. D'accord ? C'est simplement la formule qui nous dit calculer la sortie du module I et mettez ça dans la variable ZI. Rien de plus simple, hein. Rien d'intéressant particulièrement en fait. On n'a rien appris. C'est un petit peu plus amusant quand on regarde la dérivée, enfin le gradient du Lagrangien par rapport au Z, donc par rapport à un Z particulier ici, qui serait
ZI-1 en l'occurrence. Il y a un index I en haut ici qui ne devrait pas vraiment être I, mais qui devrait être plutôt K. En fait, c'est l'index qui correspondrait à un exemple d'apprentissage particulier. Donc de même pour ce lambda ici, ce serait plutôt un autre index plutôt que I. Mais on le laisse tomber pour cette formule. Alors quand on va différencier par rapport à un z particulier, on va se retrouver avec la dérivée, disons le jacobien de cette fonction par rapport à zi-1. Mais il va y avoir un autre terme dans lequel zi-1 intervient, c'est quand il est ici. Et dans ce cas-là, il y aura zi-2. Enfin, en l'occurrence, là, il faudra différencier par rapport à zi. Donc à la fin, ce qu'on obtient, c'est en fait une espèce de relation de récurrence à cause du fait qu'on a le lambda qui apparaît en facteur d'un des ZI et un autre lambda qui apparaît en facteur du jacobien de ce G par rapport aux ZI en question. Et on se retrouve avec une formule de récurrence de ce type-là, où lambda I-1 est égal à lambda I multiplié par le jacobien du module qui connecte ZI-1 à ZI, en fait. Et ça, en fait, c'est pas autre chose que la formule de rétropropagation. D'accord ? Donc, simplement, en écrivant ce Lagrangien et en calculant deux gradients qu'on met à 0, on a la formule de propagation forward et propagation backward. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, on réalise tout de suite qu'au lieu de... La raison pour laquelle je vous explique tout ça, donc c'est une espèce de manière formelle de dériver la rétropropagation. En fait, cette technique est très ancienne, elle date du début des années 60 et vient de la théorie du contrôle, enfin de la commande optimale, où des gens qui faisaient des systèmes, par exemple, pour calculer des trajectoires de fusée ou des choses comme ça, utilisaient ce genre de méthode. On utilisait la rétropropagation dans le temps pour calculer la commande optimale d'une fusée, par exemple, pour aller faire un rendez-vous spatial ou une orbite particulière, etc. Donc, ils utilisaient exactement ce genre de méthode, dans lequel ce module, si vous voulez, est la dynamique du système à contrôler. Alors, la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est que on pourrait imaginer remplacer cette contrainte par une pénalité. C'est une technique relativement classique, très souvent, c'est que quand on a une contrainte qu'il faut satisfaire, au lieu de garantir qu'elle est tout le temps satisfaite, on la remplace par une fonction de pénalité qu'on essaie de minimiser, et puis finalement, ces contraintes sont satisfaites. Alors c'est ce qu'on peut faire ici. Donc on remplace ces contraintes, qui dit que l'entrée de la couche I plus 1 est égale à la sortie de la couche I. Et on remplace ça par une pénalité, donc qui va mesurer par exemple la distance euclidienne, donc au carré, la somme des carrés des différences des composantes de ces vecteurs, multipliée par un coefficient alpha qui maintenant est scalaire. Donc maintenant, cette formule-là, en fait, est une espèce d'expression d'un nouveau type de réseau. Et c'est un réseau comme ça, dans lequel les couches ne sont pas directement connectées les unes aux autres, mais sont connectées par l'intermédiaire d'élastiques, si vous voulez. C'est-à-dire que à la première couche, disons, plaçons-nous dans la couche I, on a une fonction GI qui va calculer une valeur particulière à partir de ZI-1. Et puis, on a une variable ZI qui est l'entrée de la couche suivante. Et en fait, cette fonction D ici, c'est celle-là, qui calcule la distance entre ce qui vient d'en bas et la variable qui est en haut. D'accord ? Et on peut interpréter cette variable comme étant... Donc, si on connaissait la valeur de cette variable, on pourrait l'interpréter comme une espèce de cible, de target, en fait, pour la sortie de ce module. C'est-à-dire que si on connaissait tous les ZI dans ce réseau-là, par magie, on n'aurait pas besoin de faire de rétropropagation de gradient, parce que pour chaque couche, on aurait une cible pour faire de l'apprentissage local, en fait, tout simplement. D'accord ? Donc si chacune de ces couches est simplement, par exemple, une couche linéaire, et qu'on a un target pour cette couche linéaire, on peut faire l'apprentissage très simplement sans avoir à faire de rétropropagation de gradient. Naturellement, pour calculer ces targets, il faut faire la rétropropagation de gradient, mais on peut oublier ça pour l'instant. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
On a transformé le problème d'une optimisation sous contrainte en un problème d'optimisation avec plus de variables maintenant, parce qu'il va falloir maintenant optimiser tout ça. Alors il n'y a plus de lambda, malheureusement, c'est une erreur. Mais il va falloir optimiser tout ça par rapport aux z maintenant. Donc les z maintenant sont des variables qu'il faut optimiser et qu'il faut trouver. Donc c'est ces targets virtuels. Il va falloir les optimiser. La manière de les optimiser, en fait, c'est par descente de gradient, de manière à minimiser cette fonction de coût. Alors, clairement, on peut calculer le gradient de toute cette fonction de coût par rapport à chacun des eddies. Et je devrais signaler tout de suite qu'en fait, il y a une fonction de ce type pour chaque exemple d'apprentissage, c'est-à-dire que ces targets virtuels, on en a un ensemble de targets virtuels pour tout le réseau par exemple d'apprentissage. Et donc pour chaque exemple d'apprentissage, il va falloir trouver ces targets par minimisation de cette fonction. Ce qu'on peut faire naturellement par rétropropagation, c'est-à-dire qu'on a le gradient de toute cette fonction par rapport aux eddies. On peut faire une étape de descente de gradient, répéter ça autant de fois qu'on veut, pour obtenir des eddies stables. Une fois qu'on a les eddies, pour un exemple particulier, ou pour tous les exemples si on le fait en batch, on peut maintenant mettre à jour les paramètres de chacune des fonctions de manière à se rapprocher de ces targets. Et l'apprentissage de cette manière est local. Alors c'est en fait un ensemble de méthodes relativement classiques en optimisation qui consiste à séparer des variables. Quand on a une contrainte, en fait, à séparer les variables en deux. Donc une variable qui serait... les eddies dans ce cas-là, en fait, sont une seule variable qui représente à la fois la sortie de la couche i et l'entrée de la couche i plus 1. Et en fait, on sépare ça en deux. Donc il y a la sortie de la couche i, et par ailleurs, il y a l'entrée de la couche i plus 1, et on met simplement une pénalité entre les deux. C'est très analogue, ce genre d'idée est très analogue aux techniques qui sont utilisées en statistique, comme les techniques d'OM, Expectation Maximization. Je ne sais même pas comment on dit ça en français d'ailleurs. OM. Et qui consiste de la même manière en fait, à augmenter la dimension du problème, c'est-à-dire à ajouter des variables auxiliaires qu'on va minimiser pendant l'optimisation. Et on va minimiser alternativement ces variables auxiliaires qui dans notre cas sont les eddies et les variables qui nous intéressent qui sont les WI. Donc en une passe on trouve les eddies disons pour tout l'ensemble d'apprentissage ou pour un sous-ensemble et puis on fait une étape d'optimisation des W puis ensuite on réoptimise les eddies pour prendre en compte le changement à W, etc. On alterne les deux. Il y a une technique, une application particulière de ça qui est utilisée pour ce qu'on appelle les auto-encodeurs sparses, mais bon, ou épars, dont je ne vais pas parler tout de suite parce que j'en parlerai probablement la semaine prochaine. Mais il y a une utilisation beaucoup plus intéressante de ces méthodes-là pour les réseaux récurrents. Donc les réseaux récurrents dans lesquels on veut par exemple faire de la prédiction de série temporelle ou faire de la modélisation de séquences pour la langue naturelle ou la parole, etc. Et dans ce cas-là, donc on a une séquence d'observation qui sont les Y. Une application d'ailleurs à laquelle on avait appliqué ce genre de choses, c'est la modélisation par exemple de l'expression de gènes dans des cellules particulières, en l'occurrence c'était dans des plantes. Donc on peut avoir une séquence de vecteurs qui sont le niveau d'expression d'une série de gènes en réponse par exemple à un changement de conditions d'environnement de la cellule. Et on peut essayer de modéliser la dynamique du système en fait, donc en observant cette séquence-là et puis en essayant de trouver un réseau récurrent d'une certaine manière qui va expliquer ce qui se passe. De même, si on veut faire un modèle de langue naturelle, les Y ici peuvent correspondre à des représentations de mots et on essaie de prédire le mot suivant, chose de ce genre-là, ou de donner une espèce d'évaluation à une séquence qu'on a observée pour voir si cette séquence correspond à, disons, une phrase bien construite ou quelque chose comme ça. Alors, au lieu de faire un réseau récurrent dans lequel une variable est rentrée dans une couche et produit la variable suivante, etc., ici, ce qu'on fait, c'est que
une variable rentre dans la fonction du réseau récurrent qui produit une prédiction pour la variable suivante, mais cette variable suivante peut choisir de prendre une valeur différente, et cette valeur différente est rentrée dans cette petite boîte qui a à l'intérieur la fonction récurrente du réseau de neurones, et qui a une fonction de coût qui mesure la distance entre la prédiction, donc, qui est produite par cette couche du réseau récurrent, et la valeur de la variable d'état caché suivante. Et donc ça, c'est le terme de coût qu'on doit, qui correspond à ce que j'avais écrit ici. Donc si on regarde tout le réseau, il y a une entrée particulière qui rentre, donc c'est un modèle génératif, donc il y a une variable cachée qui est une variable d'état qui correspond à l'état du système qu'on essaie de modéliser. Donc si c'est, par exemple, on essaie de modéliser la dynamique de l'expression des gènes dans une cellule, ça c'est l'état de la cellule d'une certaine manière. Ça passe par une fonction qui est un réseau de neurones qui produit une prédiction de la valeur en question, et on mesure une distance entre les deux. Donc ça, c'est un terme dans l'énergie qui est représenté par ces petites boîtes noires. Par ailleurs, cette variable d'état rentre dans une fonction qui peut être vue comme une couche d'un réseau récurrent, enfin une couche récurrente d'un réseau récurrent, qui fait une prédiction sur la valeur de l'état suivant. Et la valeur de l'état suivant elle-même, elle prend la valeur qu'elle veut, et on calcule la différence entre les deux. C'est un deuxième terme dans la fonction d'énergie. Et puis on répète ce processus, donc au temps suivant, ça passe dans une fonction qui elle-même va passer dans cette fonction de coût, etc. Donc à la fin, on a un espèce de réseau qu'on peut symboliser de cette manière-là, dans lequel chaque cercle représente une variable, chaque carré représente un terme additif dans la fonction de coût, ça s'appelle un graphe de facteur. Facteur parce que, bien sûr, on se place dans un cas additif. Si on était dans un cadre probabiliste, on prendrait des exponentielles, et donc du coup, les termes se multiplieraient. Et alors, la manière dont on entraîne ce système, c'est qu'on prend une séquence, on observe la séquence, et ensuite on calcule la séquence d'états cachés qui explique cette séquence le mieux possible, c'est-à-dire qui minimise la somme de tous ces termes, enfin l'énergie totale qui est la somme de chacun de ces termes. Donc par descente de gradient sur ces états internes, on calcule la séquence d'états internes la plus probable, en fait, enfin disons d'énergie minimum, si on veut mettre une probabilité dessus, c'est très simple, mais disons d'énergie minimum qui explique le mieux cette sortie, c'est-à-dire qui minimise à la fois ces termes-là et ces termes-là. Et une fois qu'on a tous ces termes, on peut bien sûr adapter les paramètres qui sont dans les boîtes noires et les boîtes rouges, qui sont bien sûr tous les mêmes. Enfin, tous les paramètres des boîtes rouges sont identiques, tous les paramètres des boîtes noires sont identiques, ce sont les mêmes boîtes à des instants suivants, à des instants successifs. Et on peut adapter ces paramètres de manière à ce que cette fonction ce terme d'énergie soit diminué. D'accord ? Donc en fait, on peut interpréter ce Z comme un target virtuel pour cette étape dans le réseau récurrent, et on peut interpréter chaque Y comme un target virtuel, enfin un target réel en l'occurrence, pour cette fonction ici qui modélise la sortie en fonction de l'état interne. Donc c'est un peu une manière alternative d'entraîner des réseaux récurrents qui est, si on avait un vrai réseau récurrent, on n'aurait pas ces boîtes noires ou ces boîtes rouges. La boîte noire irait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on prendrait Y calculerait Z, et puis dans la boîte rouge, on calculerait directement ZT en fonction de ZT-1, sans avoir cette relaxation d'énergie. Alors à quoi ça sert ? Ça sert dans les cas où la relation, les fonctions qu'on met dans ces boîtes en fait, sont très non linéaires, ou dans le cas où on veut mettre des contraintes sur ces variables, par exemple on veut qu'elles soient parcimonieuses ou des choses comme ça. C'est très difficile à faire en fait si on les met directement dans la fonction de coût d'un réseau récurrent, mais si on les met dans la fonction d'énergie qu'on relaxe vis-à-vis de ces états cachés, en fait c'est beaucoup plus stable. Et ce genre de méthode marche très bien pour la prévision de série temporelle en l'occurrence.
et pour apprendre des dépendances à long terme. Voilà, donc c'était une parenthèse. Maintenant, je vais parler de mécanismes d'attention. Donc c'est un ensemble de méthodes, je suis sûr que Holger va en reparler aussi, mais c'est un ensemble de méthodes qui existent dans une certaine forme simplifiée depuis longtemps, mais qui sont revenues au goût du jour très récemment pour tout un tas d'applications. Et l'idée est très simple. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc l'idée est relativement simple. En fait, une des premières utilisations de ça était pour ce qu'on appelle les mixtures d'experts. Qui remonte au début des années 90, en fait. Et alors, une mixture d'experts, on peut imaginer ça comme une architecture particulière de réseau de neurones, d'une certaine manière, qui serait constituée de plusieurs experts, donc qui pourraient être des réseaux de neurones individuels. On pourrait voir ça comme ça. Donc, on a, disons, 3 réseaux de neurones. Et chacun de ces réseaux de neurones, peut-être, est expert à une sous-tâche particulière d'une tâche globale. Donc on donne l'entrée à chacune de ces boîtes. C'est 3 réseaux différents. Et cette entrée va aussi dans un autre réseau qu'on peut appeler un gator. Donc une espèce de porte, de trappe. Et ce que fait ce getter, donc il sort, en l'occurrence, il va produire 3 sorties. Ces 3 sorties vont être rentrées dans un softmax. Donc ce qui va nous sortir, ce sont des coefficients entre 0 et 1 qui somment à 1. Et ces coefficients vont être utilisés pour calculer une combinaison linéaire des sorties de chacun des experts. Donc ici, ce qu'on a, c'est une combinaison linéaire des sorties des experts, qui est une combinaison convexe, une espèce de moyenne pondérée, dans laquelle les pondérations sont calculées dynamiquement par ce réseau-là. Donc on pourrait imaginer une situation, par exemple, donc ce que fait ce réseau, c'est qu'il détermine, en fonction de l'entrée, lequel de ces 3 experts est le plus à même de produire une sortie fiable, et lui donne un coefficient élevé, et donne un coefficient plus faible aux autres experts. Et en fait, on peut entraîner tout ça par rétropropagation sans précaution particulière, donc simplement en assemblant ces modules comme on le fait d'habitude pour n'importe quel réseau. C'est peut-être un assemblage un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais on entraîne simplement ça par rétropropagation. Alors évidemment, on peut être un petit peu plus futé et puis peut-être mettre un autre réseau ici qui fait un espèce de pré-traitement ou faire en sorte que la sortie du gator ici soit en fait une autre sortie de ce réseau, peut-être complètement différente, etc. Donc il y a tout un tas d'arrangements possibles de ça. Il y a une forme particulière de ça, en fait, qu'on pourrait appeler un mécanisme d'attention. Donc imaginons qu'on a une entrée, disons une image, on passe ça par un réseau convolutif, et le réseau convolutif nous sort une espèce de carte qui nous dit pour à tel endroit de l'image, il y a peut-être un chat, à tel autre endroit, il y a un chien, etc., une table, bon. Donc, il nous donne une espèce de carte, comme j'en ai montré dans les cours précédents, une carte spatiale.
Et ensuite, imaginons qu'on veuille... donc cette carte, bien sûr, est d'une certaine manière tridimensionnelle. On peut voir ça comme un tableau tridimensionnel dont ces deux dimensions-là sont spatiales, correspondent à des fenêtres sur l'entrée. Et puis cette dimension-là exprime le contenu de cette fenêtre particulière. Donc si on veut faire un système, par exemple, de production de légendes pour des images, il faudrait peut-être que ce système de production puisse porter son attention sur certains coins de l'image pendant qu'il produit la description de cette partie de l'image. Et c'est là que ces mécanismes d'attention en fait, deviennent intéressants. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est prendre un réseau d'attention, donc très similaire au gator ici, qui va prendre cette carte et qui va produire une carte de modulation qui est spatiale. Donc son softmax va dire activer cette zone de l'image. Et donc on va se retrouver avec cette zone de carte de caractéristiques ici va être conservée, et les autres vont être supprimées d'une certaine manière, mises à zéro. Et par-dessus, on peut rentrer ça dans un système de production de texte, par exemple pour la légende, ou classification, etc. Et on peut réduire cette carte l'opération entre cette carte de caractéristiques et ces cartes de coefficients est tout à fait similaire à celle-là. Donc c'est simplement une multiplication de vecteurs de caractéristiques par des coefficients qui sont spatiaux. Et on peut forcer la sortie de ce getter là à se localiser dans l'image, ou pas. Donc c'est l'idée de base des systèmes d'attention. Et alors c'est utilisé, ça a été beaucoup utilisé par nos amis de l'Université de Montréal, en particulier, qui sont des grands fans de cette histoire. Donc le groupe de Yoshua Bengio en particulier, Kyung-Young Cho qui est maintenant à NYU, pour des applications en langue naturelle, en production de légendes pour les images, pour la traduction en particulier. Je suis sûr que Holger va en parler d'ailleurs. Tu vas parler des systèmes d'attention, Holger, je pense, j'imagine. Donc il vous en parlera un peu plus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est... donc un des premiers articles sur la question, c'est celui-là, Badanao, Cho, Bengio, qui consiste à utiliser les mécanismes d'attention pour faire la traduction d'une langue à l'autre. Il est important pour le système de traduction de savoir où prendre un mot dans une phrase, dans une langue particulière, pour trouver le mot correspondant dans la phrase cible. Et le problème de réarranger l'ordre des mots, en fait, est un gros problème en traduction. Particulièrement quand on traduit des langues dans lesquelles l'ordre des mots est très différent, comme par exemple le français et l'allemand. Donc ces systèmes-là marchent très bien. Je suis sûr encore que Holger va en parler. Je vais passer très, très rapidement là-dessus. Le groupe de Toronto avait obtenu des résultats très encourageants initialement, qui ont ensuite été réimplémentés et raffinés par un groupe de Stanford, donc Luang et Chris Manning, qui ont en fait gagné une compétition de traduction, qui sont des traductions de TED Talk, d'anglais à allemand. Et ils ont battu tous les autres systèmes en fait avec de réseaux neurones récurrents avec système d'attention. Donc ça c'est un autre exemple qui sort aussi d'une équipe jointe entre Toronto et Montréal et qui consiste à avoir des mécanismes d'attention pour faire la production de légendes pour des images. Alors l'image passe par un système de gating similaire à ceux dont j'ai parlé précédemment. Donc chaque zone de l'image en fait a une espèce de vecteur de caractéristiques qui sort, qui pourra être directement des étiquettes en fait. Et par ailleurs, il y a un système d'attention, donc un getter qui multiplie par des coefficients chacun des endroits dans l'image
pour en fait faire en sorte que le système de sortie prête attention à une zone particulière de l'image. Et on entraîne ce système-là en fait avec une rétropropagation, et il entraîne cette partie du réseau à porter son attention sur les parties intéressantes de l'image. Alors voilà quelques exemples. Voilà l'image d'un zèbre. Et ce sont les zones d'attention produites par le réseau de gating au moment de la production des mots qui sont indiqués en haut. Donc un zèbre, donc le zèbre est illuminé, donc il y a des grands coefficients, le reste pas trop. Standing, bon. In a field of tall grass, et quand on parle de tall grass, ça met l'attention sur l'herbe, etc. Voilà, la carte en fait est de résolution relativement faible avec tout le pooling et le sous-échantillonnage. Et le système de production de texte est un réseau récurrent LSTM avec ce système d'attention pour faire qu'il prête attention à l'image. Donc voilà encore quelques autres cartes amusantes. A woman throwing a frisbee in a park. Et au moment où le mot frisbee est produit, le système d'attention, bien sûr, porte attention au frisbee. A dog is standing on a hardwood floor. C'est le chien qui est mis en exergue. A stop sign on a road is on a road with a mountain in the background. Donc toutes ces phrases ont été générées par le système. Donc ça a l'air de relativement bien marcher. Quelquefois, ça ne marche pas. A large white bird in a forest, bon, c'est pas un oiseau. A woman holding a clock in her hand, c'est pas une horloge, mais bon, ça pourrait ressembler. A man wearing a hat and a hat on a skateboard, ça ne veut pas dire grand-chose, à vrai dire, c'est complètement faux. Donc il y a des choses, bon, ça, c'est certainement pas parfait. Et en fait, les systèmes actuels de production de légendes sont plus impressionnants, paraissent plus impressionnants qu'ils ne sont en vérité, parce que le nombre de réponses possibles dans les bases de données qu'on a à l'heure actuelle en fait, est relativement faible. Et donc, même sans regarder l'image, on a déjà des scores simplement juste en prenant une phrase au hasard. Il y a déjà des scores qui sont, disons, pas ridicules. Donc ça dit qu'il y a beaucoup de biais dans ces tâches. Je pense qu'au cours des années prochaines, il va y avoir des bases de données beaucoup plus grandes pour ce genre de choses. Elles commencent à apparaître déjà, avec des tâches bien plus compliquées. Alors, je vais parler maintenant de réseaux augmentés par des mémoires. Et vous allez voir que ça réutilise beaucoup de ces idées d'attention. Donc il y a eu toute une série de papiers qui sont sortis ces dernières années qui tendent à rajouter de la mémoire épisodique d'une certaine manière au réseau de neurones. Alors il y a une chose un petit peu ennuyeuse avec les réseaux récurrents, c'est que les réseaux récurrents n'ont pas de mémoire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on veut construire des réseaux récurrents, c'est que le fait qu'ils soient récurrents permet au réseau de se rappeler de ce qui se passe dans le passé. Et il s'avère qu'en fait, ça ne marche pas bien. Alors j'avais un peu expliqué ça lorsque j'avais parlé de réseaux récurrents. C'est un petit peu dû au fait que si on veut qu'un réseau récurrent stocke une mémoire, ça veut dire qu'il faut que ce réseau récurrent ait un état stable, qui ne dépende pas de perturbation de l'état initial. Et malheureusement, si c'est le cas, du coup, la rétropropagation ne marche pas. C'est-à-dire que si une perturbation de l'état initial du réseau récurrent ne résulte pas en une perturbation similaire de l'état suivant, ça veut dire que la dérivée partielle de cet état suivant par rapport à l'état initial est 0, petite. Et donc, quand on va faire la rétropropagation de gradient, on va se retrouver avec 0. Donc si on veut de la mémoire dans les réseaux récurrents, la rétropropagation ne marche pas. Les gradients sont petits. C'était une espèce de théorème qui avait été publié par Yoshua Bengio en 1994
et qui a un petit peu tué dans l'œuf beaucoup d'efforts sur les réseaux récurrents. En fait, il s'avère que, comme j'avais dit précédemment, cet argument est partiellement faux, en ce sens que pour stocker l'information, on n'a pas besoin d'états stables. On peut avoir des états réverbérants, disons des espèces de rotation dans un espace de dimension élevée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Il y a des travaux assez intéressants là-dessus qui viennent de sortir, en fait, des papiers sur Archive qui ne sont pas encore sortis dans des congrès, mais qui tendent à appliquer des idées de pooling, en fait, pour permettre de stocker des mémoires dans les réseaux récurrents sans avoir d'état stable. Mais là, l'idée est tout autre. L'idée est en fait, d'augmenter le réseau récurrent par une mémoire séparée. Alors, d'une certaine manière, LSTM, Long Short Term Memory, de Horkheimer et Schmidhuber de 1997, est une tentative de faire ça, dans lequel on augmente le réseau récurrent avec des registres. Donc, chaque unité de réseau récurrent, en fait, a une unité supplémentaire. On peut voir ça comme ça, qui est une espèce de mémoire soft dans lequel le système peut choisir d'écrire. Et par défaut, l'état de cette unité supplémentaire va être gardé pendant un temps assez long. Le système, par ailleurs, peut choisir d'effacer cette mémoire aussi. Et encore une fois, ça utilise des connexions multiplicatives similaires à ce qu'utilisent les systèmes de gating dont j'ai parlé précédemment. Les memory networks, donc c'est une idée de gens de Facebook de l'année dernière, enfin de un peu plus d'un an, et en fait de construire directement une espèce de mémoire associative et de l'attacher au réseau de neurones, au réseau récurrent en l'occurrence, pour lui permettre de stocker des mémoires. Alors c'est intéressant, quand on parle à des gens qui travaillent sur les neurosciences, de constater que c'est un petit peu la même situation dans le cerveau des mammifères, où la mémoire à court terme est en fait constituée d'une structure dans le cerveau séparé, qui est l'hippocampe. Une structure qui est à l'intérieur du cerveau, qui innerve un petit peu tout le cortex. Et sans hippocampe, il est très difficile de se rappeler de quelque chose pendant plus de 20 secondes. C'est-à-dire que la mémoire épisodique, les faits, les choses qu'on voit pendant la journée, la configuration de cette pièce, comment rentrer chez soi, etc., si on n'est pas habitué au chemin, tout ça, c'est stocké dans l'hippocampe. Et sans hippocampe, on a beaucoup de mal à acquérir de nouvelles mémoires épisodiques. On peut apprendre de nouvelles compétences, comme par exemple conduire un vélo, parce que ça n'y a pas besoin beaucoup d'hippocampe pour ça, mais on ne peut pas se rappeler de faits isolés, de cette manière. Donc cette idée d'avoir une structure séparée pour les mémoires semble être une bonne idée. Je crois 3 jours après que Jason Weston et ses collaborateurs aient mis le papier Memory Network sur Archive, les gens de DeepMind, Alex Graves et Greg Wayne et leurs collaborateurs ont mis un article sur une architecture qu'ils appellent Neural Turing Machine, qui est en fait un petit peu la même idée. Donc c'est un réseau récurrent qui a une bande de mémoire, un peu comme une machine de Turing, et le réseau récurrent peut choisir de déplacer la tête, d'écrire dans une case particulière ou de lire cette case particulière, et tout ça est de manière soft, d'une certaine manière, pour que tout soit rétropropageable et autres. Donc je vais parler des memory networks. Le memory network, en fait, est le module de mémoire. On peut voir ça comme un circuit de RAM, mais soft, d'une certaine manière, ou une espèce de table de hash, en fait, soft. Donc le calcul est en fait très simple. On peut implémenter ça avec des modules torches très simplement. L'entrée est interprétée comme une adresse, c'est un vecteur. On va calculer le produit scalaire de ce vecteur avec tous les vecteurs qu'on peut voir comme des clés. Donc ce que va stocker cette mémoire, c'est des paires clés-valeurs, comme une table de hash. Donc on calcule le produit scalaire de
cette adresse avec toutes les clés. On récupère des scores qui, évidemment, mesurent l'angle entre les deux vecteurs, d'une certaine manière. Donc, si les deux vecteurs sont alignés, la valeur est 1, et puis sinon, elle est plus faible, peut être jusqu'à -1. On passe ça dans un softmax pour obtenir des coefficients qui sont entre 0 et 1, dont la somme est 1. Et ces coefficients servent à multiplier des vecteurs de sortie, qui sont les mémoires stockées, les valeurs stockées. Donc on multiplie chacun de ces vecteurs par ces coefficients qui somment à 1. Et donc ce qu'on obtient, c'est une espèce de moyenne pondérée de tous ces vecteurs, de somme convexe. Et c'est ça la sortie. Donc c'est très simple, on calcule ces coefficients, produit scalaire de l'entrée avec les clés, on prend l'exponentielle de ça, on divise par la somme des exponentielles pour toutes les clés, ça nous donne les coefficients, et on multiplie ces coefficients par les vecteurs de sortie, et ça nous donne la sortie. Alors l'avantage de ça, c'est que ça se comporte comme une mémoire, comme une RAM ou comme une mémoire associative, mais c'est différenciable, donc on peut rétropropager des gradients à travers. Et donc le système peut apprendre d'une certaine manière à savoir en fait comment changer ces clés ou comment changer ces valeurs de manière à obtenir la bonne sortie. On peut calculer les gradients de la sortie par rapport à toutes ces valeurs et par rapport à toutes ces clés. Alors il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est quand va-t-on écrire une nouvelle valeur dans cette mémoire? Donc quand va-t-on rajouter une nouvelle clé avec une nouvelle valeur? Et dans les implémentations actuelles de Memory Network, en fait, c'est un petit peu systématique. C'est-à-dire quand la machine, par exemple, est utilisée pour se rappeler d'un texte, chaque mot est transformé en un vecteur. Et chacun de ces vecteurs, en fait, sont ajoutés à la mémoire. Donc il y a une limite, bien sûr, sur la taille des textes qu'on peut lire. Mais voilà un exemple d'application des Memory Network. Alors ça, c'est un exemple d'application dans lequel le système a été entraîné de manière complètement supervisée. C'est-à-dire qu'à chaque... alors déjà, je vais parler du problème. Donc la manière dont le système est entraîné avec un espèce de petit simulateur de monde très simple dans lequel il y a des personnages qui peuvent se déplacer d'une pièce à l'autre, qui peuvent prendre des objets, les amener dans une autre pièce, les lâcher, etc. Donc il y a un ensemble d'actions possibles, il y a un ensemble d'objets et puis une espèce de géométrie de cet espace. Et il y a un système automatique qui produit des phrases de description d'un état du monde et puis une espèce de simulateur en fait dans lequel les personnages bougent, prennent des objets, vont dans une autre pièce, les laissent tomber, etc. Et le système est entraîné à répondre à des questions. C'est-à-dire qu'on lui donne une question en entrée. Alors, je donne l'architecture. Donc, on lui donne une question. Cette question est encodée dans un vecteur. Elle est rentrée dans la mémoire du système. Donc, la mémoire contient tous les... en fait, la description de tous les mots, de toutes les phrases qui ont décrit la séquence d'événements dans ce petit monde virtuel. Et puis, récupère une sortie, et ensuite passe cette sortie dans un autre réseau de neurones qui est simplement en fait linéaire, avec un softmax qui en fait prédit une réponse particulière. Donc, par exemple, où est John? John est dans la cuisine. Où est le carton de lait, dans la cuisine, etc. etc. Donc il y a un ensemble de réponses relativement faibles dans ce système-là. Donc le système est entraîné de cette manière-là. On peut voir ce scénario comme une espèce de pseudo-jeu d'aventure, d'une certaine manière, ou les jeux d'aventure textuels. Et alors ce qu'on peut faire après, c'est faire lire un texte à cette machine. Donc ça, c'est Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, en une quinzaine de phrases. Donc il stocke chacun des vecteurs représentant chacun de ces mots dans la mémoire. Et puis on peut lui poser des questions. Donc où est l'anneau, à Mount Doom, etc. Donc ça, ce sont des questions relativement simples.
Ce qui est plus compliqué, en fait, c'est de répondre à des questions dont la réponse nécessite l'accès à la mémoire plusieurs fois. Donc, par exemple, si on demande où était Bilbon avant de laisser tomber l'anneau, ou est-il au même endroit que Sauron, etc. Donc, ce genre de choses où, en fait, il faut accéder à la mémoire plusieurs fois et puis faire un petit peu d'inférence pour savoir si la réponse est correcte. Donc pour ça, il faut, en fait, on peut voir ce système-là comme un réseau récurrent. Donc on peut appliquer l'accès à la mémoire plusieurs fois pour pouvoir produire une réponse à la fin. Alors dans le premier article de Weston, Bord et Chopra, le memory network était complètement supervisé, c'est-à-dire que l'information de quelle case mémoire est intéressante pour répondre à une question particulière était donnée au réseau directement. C'est un petit peu triché. Et on peut se permettre ça quand on a un simulateur de monde où on sait exactement quels sont les faits qui permettent de répondre à une question. Mais on ne peut pas faire ça dans une situation réelle. Donc ça a conduit à un autre article, donc d'un autre ensemble d'auteurs qui sont aussi à Facebook, à New York. Sana Sukhbatar est un étudiant à NYU en thèse. Arthur Schlam, Jason Weston et Rob Fergus sont tous les trois à Facebook AI Research à New York. Et c'est ce qu'ils appellent le Weakly Supervised Memory Network ou End-to-End Memory Network, qui lui apprend automatiquement en fait, à déterminer quelle case mémoire utiliser pour répondre à certains types de questions. Donc c'est beaucoup plus applicable en fait, à des situations un peu plus grandes. Donc c'est un peu ça l'architecture ici. Donc chacune de ces petits modules en fait correspond à la mémoire. Et puis ces trois étages ici correspondent au dépliement temporel d'un réseau récurrent qui accéderait 3 fois à la mémoire et qui à chaque fois accède à un contenu, prenne ce contenu, fait un peu de calcul et puis détermine l'accès à un autre contenu, etc. Donc avec trois dépliements comme ça, ce qu'on appelle trois sauts, le système peut répondre à des questions qui combinent trois faits élémentaires de cette manière. En fait, juste avant ça, Jason Weston et beaucoup de ses collaborateurs, Thomas Shmikolov et Armand Joulin en particulier, avaient déterminé un ensemble de tâches qu'ils appellent les Baby Tasks, BABI, qui sont des types de questions différentes que ce genre de système de questions-réponses pourrait répondre. Donc c'est une espèce de benchmark d'une certaine manière pour mesurer un peu la performance de ce système. Et c'est pour encourager les gens en fait, à construire des systèmes de ce type-là qui pourraient répondre à des questions en combinant des faits, à faire du raisonnement, mais avec des types de questions de complexité croissante. Alors voilà ce type de questions donc sur ces baby tasks. Donc une petite histoire, Sam walks into the kitchen, Sam picks up an apple, Sam walks into the bedroom, Sam drops the apple, where is the apple in the bedroom? Donc ça c'est relativement simple, il y a en fait un fait, il y a juste une phrase à regarder, c'est celle-là pour pouvoir répondre. Celle-là est un petit peu plus compliquée, Brian is a lion, Julius is a lion, Julius is white, Bernard is green, what color is Brian? Bon. Donc ça suppose que tous les lions sont blancs, quoi. Bon. Donc là, il y a besoin en fait de combiner 2 faits au moins pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis là, Mary journeyed to the den, donc ça veut dire au bureau. Mary went back to the kitchen. John journeyed to the bedroom. Mary discarded the milk. Where was the milk before the den? Donc là, il faut combiner 3 faits pour arriver à répondre à la question. Et donc, ce sont 3 exemples de baby tasks. Donc ici, on en a une vingtaine qui correspondent à plusieurs types de questions ou la nature de la réponse, avec les performances relatives de plusieurs systèmes. Donc le Strongly Supervised MMN, c'est le premier système dont je vous ai parlé, qui marche relativement bien là-dessus. Donc c'est les taux d'erreur. Mais bien sûr, c'est un peu de la triche. Donc si on entraîne un LSTM simplement avec les questions et les réponses, et puis le texte, ça ne marche pas très bien.
Et puis le End-to-End Memory Network, donc qui s'appelle même End-to-End. Il y a plusieurs versions de ça en fonction du codage des entrées, etc. etc. Et puis la combinaison de sorties, bon, ça marche relativement bien aussi, en fait, bizarrement bien, étant donné le peu d'informations qui est donné au système pour interpréter le texte. Alors à peu près au même moment, une autre équipe à l'intérieur de Facebook AI Research à New York, Armand Joulin et Thomas Shmikolov. Thomas Shmikolov, vous reconnaissez peut-être le nom, c'est lui qui avait produit What2Vec, donc les techniques d'embedding pour le texte, dont Sven va parler un peu. Et eux s'intéressent à l'apprentissage de grammaire, donc l'inférence grammaticale, qui est un problème vraiment non résolu et qui consiste à montrer des phrases produites par une grammaire particulière à une machine et espérer que la machine en fait infère la grammaire qui produit ces phrases. Donc on produit des séquences de symboles, par exemple, on lui montre des séquences de symboles de ce type-là, dans lesquelles le symbole A, donc il peut être une combinaison de bits sur un vecteur, est présenté n fois, suivi d'un autre symbole présenté aussi n fois. Et si le nombre de A et de B est différent, à ce moment-là, ça n'appartient pas au langage. Et la question est, peut-on entraîner un réseau récurrent en fait, à faire ce genre de choses? Donc il faut que le réseau apprenne à compter. Donc il faut qu'il apprenne à stocker un nombre, l'incrémenter, etc. pour ensuite, quand le symbole change, le décrémenter. Et puis si à la fin c'est 0, c'est que la phrase est correcte. Et bien sûr, il faut que le système fasse ça de manière complètement, sans savoir que la grammaire est de ce type. Alors, les réseaux récurrents bestiaux n'arrivent pas à résoudre le problème, et l'STM marche à peu près. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est un réseau récurrent aussi augmenté d'une mémoire, mais cette mémoire est sous forme d'une pile, une stack. Donc, les opérations que peut faire cette machine, donc il y a l'entrée à un instant T, l'état caché, une matrice avec des non-linéarités qui détermine l'état caché en fonction de l'entrée et puis en fonction de l'état précédent. L'état précédent, en fait, est symbolisé par le haut de la pile, en l'occurrence, donc qui influence cet état. Et cet état a une sortie qui va décider s'il va empiler une valeur ou la dépiler ou ne rien faire. D'accord ? Et toutes ces fonctions sont soft, c'est-à-dire que c'est un empilement soft avec des variables continues et des softmax dans tous les coins pour qu'on puisse rétropropager des gradients en fait, à travers toutes ces opérations. Donc c'est une structure particulière de mémoire et bien sûr c'est particulièrement bien adapté au parsing de langage de ce type-là. Et donc ce système-là arrive à en fait, capturer ce genre de dépendance. Bon, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées comme ça, par exemple, où là il faut savoir faire une addition entre nombres à l'intérieur pour voir si la phrase est correcte. Mais donc ça pourrait servir à ouvrir, fermer des parenthèses, enfin vérifier, etc. Donc l'inférence grammaticale est un problème fondamental assez important à résoudre en fait. Voilà, alors je vais passer la parole à Holger Schwenk. Holger, jusqu'à récemment, jusqu'à l'année dernière, était professeur à l'université du Mans. Il travaille depuis longtemps sur les réseaux neurones et depuis plusieurs années sur la traduction et sur l'utilisation de modèles profonds et réseaux récurrents, etc. pour la traduction et pour le traitement de langage naturel en particulier. Il a pas mal collaboré avec l'équipe de Yoshua Bengio et il va nous parler de traitement de langue naturelle avec les modèles neuronaux.